Alors, de retour à l'émission pour la deuxième partie. Merci d'être resté avec nous. Écoutez, en deuxième partie, nous allons nous permettre de rêver. En fait, Pierre, je crois qu'on a eu un petit exemple du Danemark et Oui. peut-être que le Québec a un petit retard. Je vais vous laisser un peu nous décrire ce que vous avez découvert par rapport au maintien à domicile au Québec, entre autres. Donc, comme on a vu en première partie, toutes les sociétés doivent faire preuve d'imagination pour faire face au vieillissement de la population. Le gouvernement du Québec a annoncé dernièrement son orientation, le maintien à domicile. Toutefois, nous savons, puis nous l'avons vu, nous avons eu des exemples en première partie, que tout n'est pas si simple. Les ressources monétaires et en personnel sont limitées. Puis, les choix à faire ne sont pas toujours évidents. Donc, il y a un chercheur de l'Université de Sherbrooke, le Dr Hébert, qui, lui, dit tout simplement, commence à poser le portrait, c'est il y a 20% des gens, des aînés qui sont en perte d'autonomie. Parce que souvent, la société a tendance à penser que c'est tout le monde. Passé 65 ans, là, Ils sont tous en perte d'autonomie. ouais, tout le monde est en perte d'autonomie. C'est pas la réalité. Non. Puis aussi, que lui, ce qu'il dit, c'est que les soins à domicile, jusqu'ici, ont été faits au détriment des proches aidants. On l'a mentionné tantôt. Ouais. Puis, il cite en exemple le Danemark qui a cessé de construire des CHSLD. Et ils ont pris les sommes ainsi économisées pour travailler un programme de soins à domicile, mais en considérant les proches aidants comme des partenaires et non pas comme, ben, OK, faites cette part-là, puis si vous ne pouvez plus, on va peut-être vous aider. Ils les ont carrément inclus dans le processus de maintien à domicile et ça a un effet bénéfique. Est-ce qu'on a une idée comme ça au Québec? Plus près de chez nous, le CSS de la Matapédia a pris une décision assez difficile, j'imagine. Ils ont fermé des soins de longue durée et ils ont pris ces ressources et les ont réinvestis dans les soins à domicile. Et ça a permis de soigner 120 personnes de plus. Okay. Donc, il y a là une expérience assez intéressante. Par contre, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas dû être facile de prendre cette décision-là. J'imagine les réunions lorsqu'on a fait cette annonce. Par contre, aussi, à Radio-Canada, on a diffusé, il y a quelque temps, des exemples. En Belgique, je crois, ils ont, dans un village, où ils ont construit des logements adaptés, mais à l'intérieur du village, à l'intérieur du quartier. Et ce sont des résidences qui peuvent accueillir 5 ou 6 familles, ou 5 ou 6 familles d'aînés. Et ils sont tout près des services, ils sont tout près de la population. Et c'est en fin de compte le village qui prend les personnes. Donc, ils renforcent le réseau. Qui prennent les personnes en charge. Il y a un autre exemple qui a été donné, c'est des logements partagés, où une personne âgée recevait chez elle une étudiante. Okay. Puis ça permettait à l'étudiante de se loger à bon compte et la personne âgée de bénéficier un peu de la présence d'une autre personne. Et dans un autre niveau... pour conclure... Oui, à un autre niveau, à New York, il y a une espèce de coop qui s'est formée de personnes qui demeurent sur place et ils sont payés une espèce de club de service. Donc, voilà, on a des solutions un peu différentes. Écoute, je crois que nos panélistes ont peut-être aussi des solutions en fait de rêve, entre autres le maintien à domicile, la transition et le départ. Je vous laisse, Pierre. Monsieur Jobin, quelle serait pour vous une situation rêvée pour combler ce besoin? Moi, j'aimerais ça prendre juste un peu de temps pour revenir à l'intervention de Mme Desormeaux, qui décrivait ce qui se passe au CLSC en termes de demande de service. Puis là, je vous décris il y a 30 ans, 32 ans. La demande qu'on avait pour ce type-là de service était minimum. Ce qu'on avait, c'était des gens qui étaient un peu malades, de rester chez eux, de faire changer des pansements, des choses comme ça. On le faisait, pas de problème. Plusieurs, j'ai choisi mon mot, plusieurs préféraient demeurer chez eux et puis attendre la mort chez eux. Pour nous, de la façon qu'on le prenait, c'est... j'allais souvent avec l'infirmière, puis on va regarder ça, c'est vous autres qui allez faire le travail. Alors, vous allez décider si vous le faites ou non, si on est capable ou non. On prenait la décision, les aidants naturels étaient là, les voisins étaient... On vivait dans un autre monde. Tout à fait. Et ces gens-là, on a eu plusieurs cas, des gens qui sont décédés chez eux, il y en a plusieurs qui sont venus à l'hôpital pendant une dizaine de jours avant de décéder. Mais il y avait un programme, disons, de maintien
à domicile comme on en rêve un. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où les infirmières sont débordées de cas qui sont carrément des cas médicaux. C'est des gens qui font un travail très dur, très, très, très dur, puis on doit respecter fondamentalement le travail qu'ils font. Mais notre société doit offrir mieux. Alors, je suis revenu là-dessus pour dire, puis juste en passant, le docteur Lemieux, il y en a qui certainement qui se rappellent de lui puis qui le connaissent. Moi, j'avais refusé d'embaucher des médecins en curatif. J'ai embauché 2 médecins en préventif. Dr Pagé et Dr Lemieux. Dr Lemieux, quand il a pris sa retraite, il y avait une liste de 500 personnes qui visitaient. Les madames s'habillaient avec leurs plus beaux châles, s'installaient dans leur lit, sortaient les tasses de thé, et puis le docteur Lemieux entrait, puis lui, il aimait jaser, fait qu'il s'assoyait avec la madame, il jasait, prenait sa pression, etc. C'était fantastique comme maintien à domicile, parce que ces gens-là, plusieurs, c'était la seule visite qu'il y avait pendant la semaine. C'était pas n'importe qui, c'était le docteur qui venait. Mais c'était la seule visite pendant la semaine. On a eu des cas très difficiles et très beaux. Donc, mais ça, c'est fini. Si on parle au médecin maintenant qui fait le soin à domicile, je suis certain qu'il fait du curatif, dans le fond. Donc, on est rendu où? On est rendu aujourd'hui, puis rêvons un peu. Si on avait demandé, je ne sais pas si on l'a fait, je sais qu'on ne l'a pas mais si on demandait à des contracteurs, par exemple, comme M. Bowman, là, qui vient de faire tout un aménagement là, dans le champ chez Moïse. Moi, j'appelle ça champ chez Moïse parce que c'est là qu'on allait jouer quand on était petit. Là. Il fait un gros aménagement. Là. Est-ce qu'on lui a demandé de s'assurer que dans ces logements, il y a des places à la salle de bain où les gens peuvent s'agripper? Est-ce qu'on lui a demandé de s'assurer que les portes étaient suffisamment larges pour faire passer une chaise roulante? Ça, ce sont des normes de construction. Les gens qui s'en vont là, je finis là, ce sera pas long. Les gens qui s'en vont là sont des gens de 55 ans en pleine forme. Ils ont leur auto, ils sont en forme, mais ils n'auront pas toujours 55 ans. Non, voilà. À un moment donné, et beaucoup trop vite, ils vont être obligés de partir. Ils vont être obligés de réaménager la maison. S'ils ont de l'argent, ça va. Sinon, ils vont être obligés de partir. Si les normes de construction étaient revisées en tenant compte du fait que les gens vieillissent, mais dans des projets comme ça, ou comme Pierre parlait là, des expériences à l'extérieur, les gens pourraient vivre beaucoup plus longtemps chez eux. Ça, ce serait ce qu'on appelle une politique de maintien à domicile. Ce n'est pas des soins à domicile. Voilà. C'est penser autrement, le vieillissement. Oui. C'est penser autrement le vieillissement. Voilà. Merci beaucoup, M. Jobin. Madame Joannis, rêvons. Que pouvez-vous nous dire? J'aime ça rêver. Alors moi, je réponds à la question, est-ce que j'ai un plan dans ma tête si je dois quitter mon domicile? Certainement que j'en ai un. Et ça fait longtemps que je mijote un plan. Si je dois partir de chez moi rapidement, moi, ma santé, elle n'attendra pas mes caprices là, pour savoir si je vais aller là, puis je peux pas aller là. Alors, dans ma tête, il faut que je commence à regarder où j'aimerais aller habiter. Alors, il faut toujours avoir un plan d'action, puis j'en ai un. Je sais que quitter, c'est pas facile, c'est un long processus de deuil. Mais moi, je me dis que la première chose qu'il faut faire, que je fais, c'est de me conditionner. Conditionner à partir. Me conditionner à laisser mes choses. Me conditionner, ça c'est bien, bien important. Et je fais présentement le choix de mes choses. Je sépare ça, qu'est-ce que je pourrais apporter. Et je me dis, alors je fais une petite liste de choses, je les garde, je fais c'est petit, je pourrais apporter ça dans l'appartement que je choisirai. Mais je suis réaliste, je ne veux pas que personne décide pour moi. C'est moi qui veux décider pour moi-même.
Parce que j'entends souvent, « Ah, ma fille, elle veut que j'aille rester là, là. C'est plus proche, puis tata. » Alors, j'ai pas de fille, heureusement, j'ai pas d'enfant. Ben, vous viendrez me visiter, vous autres. Alors, ben, c'est ça. Je regarde les possibilités dans les résidences, pas trop éloignées de mon milieu. Alors, je fais des projets, j'écris beaucoup. J'écris à qui je donne mes choses. C'est important de savoir où sont mes choses. Si Francine serait contente d'avoir un morceau là, d'une collection, je vais le donner à quelqu'un qui l'apprécie. Alors, c'est ce que je fais. Je prends le temps de faire une liste. Et je me dis que c'est pas parce que j'ai un ami qui demeure dans une résidence puis qui me dit « Oh, je suis assez bien ici, viens-t'en, viens-t'en. » Alors ça, j'ai peur de me laisser influencer. Je voudrais prendre mon temps pour choisir ma résidence, qu'elle me ressemble un petit peu, là. Je ne veux pas finir mes jours trop malheureuse. Alors, c'est ce que je fais. Puis je me conditionne aussi à savoir que dans une résidence, là j'ai 80, c'est bien sûr, si je suis malade, je m'en vais en résidence pour aller manger avec les autres, me divertir avec les autres. Mais c'est pas facile, ça, suivre un horaire, aller manger à la même table tous les jours avec la même personne. Alors je me conditionne. Je les connais pas, ces gens-là, là, moi, là. Comment je vais accepter ça, là? Est-ce que je vais être heureuse? Alors, tout ça, je me dis, c'est ma santé qui est le baromètre de mes décisions. Voilà. J'essaie de rester optimiste. Je me dis, la roue tourne, il y en a d'autres qui sont partis. Voilà. Et puis là, c'est à notre tour, mais je trouve que ça vient un peu vite. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Joannès. Oh, je veux dire quelque chose oui, pour le allez-y. secteur, là. Je souhaite que le secteur de Lièvre possède plus qu'une résidence sur son territoire. Oui. Parce qu'en ce moment, pour 69 possibilités d'accès à la nouvelle maison, il y a 250 inscriptions. Voilà. Alors, ça veut dire que les gens veulent rester dans leur milieu, Oui. ne veulent pas Oui. s'en aller à Gatineau. C'est Ah, ça. c'est grand, Buckingham, on peut avoir de la place. C'est un besoin urgent. Alors, Donc, on peut rêver. vive Merci l'avenir. beaucoup. Merci beaucoup, Mme Qui Joannès. vivra verra. Et voilà. Merci. Madame Lavigne, maintenant. Oui. Pierre? Bon, moi, mon rêve, c'est que les gens aient vraiment le libre choix, Oui. comme je disais au début, qu'ils puissent choisir de rester chez eux et de finir leur vie chez eux ou d'aller dans un endroit. Absolument. Si éventuellement il faut aller dans un endroit, mon rêve, ce serait que ces endroits-là qu'on appelle actuellement CHSLD, tout en portant peut-être le même nom, mais fonctionnent sous le principe des maisons de soins palliatifs où la relation est vraiment là, très proche, très humaine. Il y a toujours quelqu'un, toujours quelqu'un qui est là pour venir savoir si tu as besoin de quelque chose. Puis moi, j'ai été impressionnée quand je suis entrée dans cette maison-là. Je me suis dit, c'est dommage qu'on vienne ici pour mourir, Ouais. alors que moi, je vivrais dans un endroit comme ça les 5-6 dernières années de ma vie, là. OK. Fait que c'est mon rêve, un peu faux. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, écoutez, Madame Desormeaux, quand on entend tout ça, est-ce que vous réussissez malgré tout, le CLSC, un peu à rêver ou apporter des solutions autres qu'on est habitué, en fait, de voir? Est-ce qu'on peut se permettre de rêver? Est-ce qu'on peut... Je crois qu'on peut se permettre de rêver. Hein. Moi, je suis une grande rêveuse moi-même. J'ai aussi une famille, j'ai des parents qui aussi sont vieillissants. Je crois à une volonté du gouvernement de donner les argents nécessaires. Oui. Je ne crois pas qu'ils ont un plan défini, puis c'est personnel comme croyance. Mais toutes vos inquiétudes sont vraiment fondées, sont réalistes. On doit vraiment se préparer. On doit penser quels sont mes besoins. Comme vous disiez, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais aimer m'asseoir avec des étrangers et tout ça? La dame qui a parlé tout à l'heure est un exemple d'une personne qui s'est préparée. Ils sont allés graduellement, ils ont changé de milieu, c'est pas toujours facile. Il faut un jour y passer pour le moment. Y passer, c'est-à-dire un changement de milieu.
on aimerait bien être présent pour accompagner les gens à domicile le plus longtemps possible. En ce moment, on arrive avec certains soins palliatifs parce qu'on a plus de subventions qui nous sont fournies pour ces gens-là. Encore, on a un rôle de soutien. On aimerait avoir un plus grand rôle, mais on fait, comme je vous dis, on fait ce qu'on a, on fait de plus avec moins. C'est très important, comme je disais, de planifier. Comme on planifie quand on prend sa retraite, on doit planifier également comment on veut que notre vieillesse, notre fin de vie se passe. Et avec les nouveaux programmes du gouvernement, est-ce qu'on peut entrevoir qu'il y a peut-être une amélioration? On voit que le gouvernement pense, il semble planifier, mais il n'y a pas de politique vraiment qui dit quoi faire. Des procédures. Ils disent, bon, augmenter ci, augmenter ça, mais il n'y a pas de marche à suivre, puis il n'y a pas les budgets en ce moment qui suivent. Puis on parlait de rareté de la main-d'œuvre. Je vais juste faire un petit parallèle. Oui. Quand j'ai commencé au CLSC, il y avait des auxiliaires familiales qui allaient couper le gazon, pelleter, etc. Aujourd'hui, les auxiliaires familiales, on leur montre comment faire des pansements, on leur montre comment changer des bas support. Parce qu'avec la pénurie d'infirmières, ils doivent déléguer. Donc, les infirmières délèguent aux infirmières auxiliaires, les infirmières auxiliaires délèguent... Non, les infirmières délèguent aux auxiliaires familiales. Donc, on a un sérieux problème de main-d'œuvre également. Donc, quand M. Jobin parle des entrepreneurs, d'aller au niveau du privé, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, de les impliquer au niveau de la société, de les responsabiliser là, comme membres de la société. Bien, merci beaucoup. Écoutez, on voit beaucoup qu'on doit se préparer, en fait. Hein, ce que j'entends au maintien à domicile, en transition ou en départ, la règle, c'est de bien se préparer. C'est certain que le CLSC ne peut pas maintenir les soins comme on aimerait, mais en fait de renforcer peut-être le réseau social et d'avoir justement un projet de société en ce sens-là. On a des commentaires dans la salle, Pierre? Oui, donc on va aller à nos personnes qui sont dans la salle pour aller chercher un commentaire. Madame Larose, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Pauline Larose. Moi, je vais, mes rêves, c'est en étant comme aidante. Mon expérience, j'ai aidé ma mère l'acheminer jusqu'à son décès. Puis, on a des excellents services à Buckingham, ça, j'ai appris à les connaître, au CLSC et autres. Mais on pourrait toujours améliorer dans mes rêves. On peut améliorer, comme elle recevait un bain par semaine. Mais ça aurait pu en avoir 2, 3. Parce que quand l'auxiliaire partait, elle disait « Oh, je suis tellement bien, c'est tellement confortable. » Elle sentait bon, là, puis ça la reposait. Puis l'autre, que j'ai vu que c'était pas facile d'avoir, c'est le transport adapté. Moi, je suis seule pour aider j'étais seule pour aider ma mère, puis je suis pas bien forte. Ça fait que c'était de l'emmener à l'hôpital, qui était tout un casse-tête. Puis j'ai appelé au CLSC, est-ce qu'on peut avoir un transport adapté? C'est des hommes, là, ils vont venir la chercher, ça va être facile. Ah! Il y a tout un processus à me de l'avoir, fait que je l'ai laissé faire. J'ai plutôt demandé de l'aide à mes voisins pour l'aider. Puis l'autre, c'est quand on arrive à l'hôpital, il faut la shot ma mère de l'auto, la mettre dans le fauteuil roulant, ouvre la porte à l'hôpital. S'il y avait quelqu'un d'embauché, ça c'est un beau rêve, l'embaucher à l'année qui est à l'accueil puis qui vient nous aider, sort la personne de la voiture. Puis quand elle revient aussi, il faut la remettre dans la voiture. Puis quand j'avais de la misère, j'attendais quand je voyais des gens passer, je disais, hey, tu peux-tu m'aider? Des fois, il y a des bons anges là, qui passent et qui s'offrent automatiquement. C'est ça que j'ai bien apprécié. Puis, avoir aussi plus de facilité à rentrer au centre d'accueil. Ma mère, c'est ça qu'elle voulait, s'en aller au centre d'accueil. Mais c'est pas évident. La première demande, elle était pas assez malade. Puis la deuxième demande, elle était trop malade. Donc là, elle était rendue à l'hôpital. Fait que c'est entre les deux, c'est pas évident. Je comprends qu'une grande liste d'attente, là, mais moi, ça aurait été plus facile pour moi aussi. Fait que ça, c'est des beaux rêves, des vœux pieux, mais peut-être qu'un jour, ça va se réaliser. Fait que merci. Merci beaucoup. Donc, écoutez, Pierre, en attendant tous ces commentaires-là, qu'est-ce qu'on peut
Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on peut... Bien, je pense qu'on remarque que les besoins sont grands. Oui. Mais on remarque aussi que les gens essaient de chercher. Je pense que c'est important de voir, comme M. Jobin commence à penser à cette situation, Mme Joannis aussi, Oui. puis que les gens commencent à se préparer. Je pense que le mot important, c'est se préparer. Puis on espère aussi que les services ou les programmes gouvernementaux vont permettre des expériences ouvertes. Ça serait un petit peu dommage qu'on essaye de faire une espèce de modèle puis de mettre tout le monde dans le même modèle. Ça fait que ça serait peut-être intéressant de dire au gouvernement, bien, permettez-nous de rêver. Oui, voilà. Parce que c'est important. Est-ce qu'on va devoir, comme Mme Joannis disait, sortir les casseroles, peut-être, si on veut? Peut-être. Faire des petites marches plus lentes, parce que ça a l'air que suivre les étudiants, c'est pas facile. Voilà. Alors, écoutez, c'était bien intéressant de vous entendre, gens du public. Merci beaucoup, nos panels et notre personne ressource. Merci, Pierre, également. Merci. Merci à la maison de nous avoir accompagnés durant toute cette émission. Écoutez, c'est une série d'émissions qu'on fait, hein, vous savez, sur les sujets, différents sujets sur la portée, en fait, pas la portée, mais en fait le sujet sur les aînés, comment on peut améliorer, en fait, l'image que nous avons des aînés, la santé, etc., etc. Alors, écoutez, on aimerait beaucoup que vous nous accompagniez durant les prochaines émissions. Alors, suivez-nous sur la TVC Basse-Lièvre. Ça va nous faire un plaisir de vous présenter ce qu'on a préparé pour vous spécialement. Alors, à une prochaine. Merci. Merci.